François Schwab, c'est un aspect de la personnalité de Vladimir Jankélévitch qu'on connaissait sans le connaître. Si je prends mon cas personnel, Jankélévitch, je ne suis pas philosophe, mais plutôt mélomane, c'est l'homme de la musique. Alors, la musique française, musique espagnole, le nocturne, Ravel, and so and so. Si on prend le philosophe, avec François Livonnet, on avait travaillé il y a quelques années aux mémoires de Maurice de Gandillac. Et Gandillac nous parlait de ce jeune maître qu'était Jankélévitch quand il avait, je sais pas, une vingtaine d'années et qu'à l'école normale supérieure, il faisait des cours sur Plotin, comme on aurait récité une fable de La Fontaine, voilà, au tableau, écrivant du grec comme une liste de commission et parlant de Plotin avec un brio virevoltant absolument extraordinaire. Bon, ça, autre aspect de Jankélévitch, qui était quand même... Les livres de philosophie sont là pour le prouver, un penseur majeur. Et là, c'est un troisième aspect, c'est l'aspect, je dirais, du résistant, du militant politique et européen, il faut le dire, de l'homme qui a été confronté à une situation absolument invraisemblable. En 1933, autre date emblématique, il fait sa thèse sur l'Odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling. Voilà, donc sujet de philosophie, tout ce qu'il y a de sérieux et de métaphysique allemande. Arrive la guerre, et là, Jankélévitch donc, se retrouve à Toulouse et rentre dans la résistance et ne pardonnera jamais à l'Allemagne ce qu'elle a fait. Et donc, ce sont des textes tout à fait bouleversants, puisqu'on voit un homme littéralement confronté à quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas imaginé au temps de ses études, et vivant jusqu'au bout, avec une intransigeance absolue, cette situation de confrontation au crime allemand. Il avait coutume de dire « Je ressens le besoin de prolonger en moi les souffrances qui m'ont été épargnées », parce qu'il n'a perdu personne pendant la guerre. Mais sa sensibilité extrême, il a vécu ces événements d'une façon quasi charnelle. Et après la guerre, il a été donc l'un des rares à publier des textes véhéments, durs, violents. Il m'a fallu 30 ans pour que ces textes paraissent. Mais ils sont fondamentaux. Je ne voulais pas terminer ce travail de fidélité à la pensée de Jankélévitch. Des livres de philo ont paru, des livres sur la musique depuis sa mort, donc sans montrer que sa vie, c'était d'abord un homme dans son siècle, un philosophe, un mélomane. Avant-guerre, vous parliez du philosophe brillant qu'il était, il s'appelait lui-même un jeune Trissota métaphysique. Et tout lui réussissait. Ses thèses à 33 ans, très très jeune, un livre sur Bergson fêté par Bergson, apprécié par Bergson qui voulait lui faire une préface, tellement il a considéré que ce livre était fondamental. Plus ses thèses, plus le livre sur Ravel, enfin, tout était merveilleux. Puis arrive 1939, la blessure, la guerre, il est radié à Toulouse en tant que fils. Lui était né à Bourges, mais ses parents étaient nés en Russie, et donc il est radié une première fois de l'université. Puis, comme il était ancien combattant, ça n'a pas marché. Il a été radié la deuxième fois, donc en décembre 40. Et il a passé cette vie dont on a beaucoup d'extraits dans une correspondance que j'avais faite, où il raconte cette guerre et cette résistance, comme dirait Cassou, cette guerre qu'on disait qui n'avait rien de drôle, et en étant, comment dirais-je, complètement submergé. Mais cette submersion a trouvé vraiment son apogée après la guerre, quand il a su, parce que pendant la guerre, il vivait en tant que combattant, traqué, juif, exilé, enfin, à Toulouse. Mais bon, il faisait de la résistance non point armée, il faut quand même le souligner. Des résistants pourraient nous dire, mais il n'a pas fait le coup de poing. Non, il faisait la résistance des mots, avec des tracts. La réalité de l'abomination dont il a pris conscience après la guerre a été une blessure qui ne s'est jamais refermée. Gerfagnon disait, entre le jeune philosophe d'avant-guerre et celui d'après-guerre, toute la douleur du monde. Il y a toute une série de textes que je ne connaissais pas, moi, à part, je sais leur existence et leur titre, mais je n'avais jamais lu, et là on peut enfin les lire, l'imprescriptible, le pardon impossible, c'est-à-dire autant dans le livre de Tonac et Damien Leguet, Edgar Morin dit « je ne confonds jamais nazi et allemand »,
Jankélévitch dit non, c'est le crime de l'Allemagne, je ne pardonne pas à l'Allemagne, donc plus question pour moi de parler des auteurs allemands, de me rendre en Allemagne. Je veux dire, il y a quand même là une condamnation très ferme. C'est l'Allemagne en tant que, je veux dire, le crime collectif, mais enfin c'est quelque chose... Et en plus de ça, avec l'idée d'une unicité de la Shoah, c'est-à-dire que la Shoah n'est pas réductible à l'exemple d'autres atrocités historiques, il y a quelque chose d'unique. Enfin, là, et des positions qu'il tiendra. Bien sûr, il a retourné la phrase de Saint-Luc. Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit ne leur pardonnez pas parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais juridiquement, il donne les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas pardonner, non, pour lesquelles l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité était pour lui une chose qui lui tenait plus à cœur que tout au monde, je pense. Et puis, 2-3 ans après, en 71, il écrit Pardonner, dans lequel il met l'imprescriptible, et il explique pourquoi lui n'a pas pu pardonner. Lui s'est mis, en fait, il a pris une position existentielle difficile en disant, voilà, le philosophe vous dit ce qu'il faudrait faire, mais moi, je n'ai pas pu réconcilier l'irrationalité du mal avec l'omnipouvoir de l'amour.